Merci Thomas. Bonjour à toutes et à tous. Chloé Papillier. Je suis chargée d'opération chez Grand Paris Aménagement sur la direction Nord, donc 93 et 95. Plus pour très très longtemps car je suis en passation en interne. Je change de poste pour devenir responsable du développement et l'animation des partenariats, la direction du développement économique. Donc, je reste dans la maison GPA. Voilà. Merci Chloé. Pauline? Oui, bonjour à tous. Je suis consultante biodiversité chez Ecodev depuis 2018 maintenant. Et puis, je suis de formation ingénieur agronome et je suis ravie aujourd'hui de parler avec vous de biodiversité et RSE. Merci Pauline. Je vais passer le bâton de parole à Michael. Oui, merci Thomas et bonjour à tous. Donc Michael Van Cutsem, je suis un des 2 fondateurs de Biodiversity et je suis en charge du développement des activités. Merci. Et puis on va terminer par Timothée et je te laisserai continuer pour débuter le webinaire. Merci Thomas. Donc bonjour à tous. Alors moi je suis Timothée Kellard, je suis un des cofondateurs d'Ecodev et à l'initiative du pôle biodiversité qu'on a lancé en 2009. Donc je vais peut-être maintenant faire quelques slides, 2 seulement, donc ne vous inquiétez pas, ça va être assez rapide. Sur Ecodev, alors Ecodev c'est une société de conseil qu'on a créée en 2009 dont l'ambition est d'accompagner les employeurs dans leur politique développement durable, si je fais très simple, avec une nouvelle raison d'être depuis 2 ans maintenant, 2-3 ans, qui est de réveiller ou éveiller les organisations pour stimuler l'engagement et provoquer le changement. Donc ça pose le décor. Finalement, notre métier, je dis souvent, est de mettre sur les bons rails les employeurs qui souhaitent initier et persévérer dans les politiques RSE. On est une petite quarantaine aujourd'hui et avec un certain nombre d'initiatives externes, internes, pour s'appliquer à nous-mêmes les recommandations qu'on peut faire à nos clients. Donc, on est assez fiers de dire qu'on est dans les 5% les plus avancés dans le monde sur des labels comme Bicorp. Et on est également, depuis quelques mois maintenant, une entreprise engagée pour la nature. On reviendra dessus sur la démarche de l'OFB concernant les sujets de biodiversité. Sur les métiers d'Ecodev, et j'aurais quasiment fini, on en a 4. On travaille sur des sujets de conseil, donc des métiers d'accompagnement stratégique, alors sur des démarches volontaires, réglementées ou plus ambitieuses, on va dire vraiment de définition de stratégie à moyen long terme. On travaille sur les mesures d'impact également, donc là on parle d'indicateurs principalement, mettre des chiffres clés et des données qui permettent aux entreprises de piloter ces enjeux et ces sujets. On a un tempérament chez nous, puisque à la base, on est 3 ingénieurs à avoir créé la structure, être très opérationnel, très concret. Donc, on a tout un pôle sur le déploiement opérationnel et la mise en mouvement de nos projets. Et puis, on travaille également sur tout ce qui est éléments de langage, conduite de changement, petit pôle communication que pilote Thomas, que vous avez vu précédemment. Voilà, donc les pôles qu'on traite ou les sujets, puisqu'on ne va pas traiter toutes les thématiques, sont les sujets de RSE, donc les enjeux indicateurs socio-environnementaux, on va dire, si je simplifie, les enjeux de climat, énergie, carbone, mobilité durable, biodiversité et économie circulaire. Et sur le petit zoom sur la biodiversité, peut-être avant de laisser la main à Michael, ou à Pauline plutôt, je crois. En fait, on a démarré en 2009 avec cette volonté d'aller au-delà de la compensation carbone classique et travailler du coup sur des projets d'agroforesterie avec des petits producteurs dans les pays du Sud et des structures comme Pure Projet. Ce qui nous a amené à bien comprendre les enjeux de la biodiversité lorsqu'on aménageait, par exemple, ou préservait un territoire. En 2010, moi, je suis tombé assez fan de sujets extrêmement rigolos autour des abeilles, d'apiculture urbaine. Donc, ça m'a porté pendant quelques années avec l'envie là, de créer du lien social et de travailler sur des initiatives très fédératrices et très pédagogiques. On y a vu les limites en termes de biodiversité, d'où les prises de parole par la suite de Biodiversity, par exemple. Et puis en 2011-2012, on a beaucoup travaillé sur les aménagements type aménagement pour favoriser la biodiversité. Je peux prendre l'exemple des nichoirs pour les pollinisateurs ou les oiseaux, ou également les sujets d'agriculture urbaine qui étaient très à la mode. Et puis en 2014, on a fini la chronologie en se disant c'est bien, mais il faudrait avoir une dimension plus stratégique et une dimension plus conseil de toutes ces actions qui, à l'époque, étaient très pionnières ou innovantes pour les entreprises. Et on a monté avec Gondwana et Véronique Dame en particulier une offre dédiée à accompagner
les sites, les filières ou les activités à intégrer ces critères et ces enjeux de biodiversité et du vivant. Et c'est dans ces réflexions qu'on a pu tirer vers le haut, j'espère, autant que possible, un certain nombre d'employeurs en les éveillant, en leur disant, bon, voilà, par exemple, les ruches, c'est très très bien, mais c'est limité sur son impact biodiversité. Et c'est la suite que va raconter nos amis qui vont témoigner par la suite. C'est comment aller plus loin et comment intégrer ces sujets d'action isolés peut-être dans une démarche beaucoup plus globale. Voilà pour la petite intro, merci. Je suis ravi également de pouvoir traiter les questions dans le chat par la suite, donc n'hésitez pas. Et je laisse la main à Pauline. Oui, merci beaucoup. Donc, on va pouvoir commencer juste rapidement par rappeler ce qu'est la biodiversité, puisque c'est toujours important de replanter le décor. Donc, ça vient du grec bios, qui signifie vie, et diversité. Donc, c'est vraiment la diversité de la vie sur Terre. Donc, c'est vraiment le vivant sous toutes ses formes. Et quand on décrit la biodiversité, on parle souvent de 3 niveaux de biodiversité, donc de la diversité notamment des espèces. Donc, vous pouvez voir en haut à gauche toute cette richesse entre le renard, une moule, etc., qui fait que toutes ces espèces sont différentes. C'est vraiment le niveau de la biodiversité qu'on connaît le mieux, mais c'est également la diversité des individus, donc la diversité au sein d'une même espèce qui va faire que vous et moi, on est différents, qu'il y a différentes variétés de carottes, des différentes variétés de chats, etc. Puis enfin, c'est la diversité des écosystèmes, donc des milieux de vie, et surtout de toute la richesse des interactions qu'il y a dans ces écosystèmes, donc c'est-à-dire les interactions qu'il y a entre les espèces et leur milieu de vie, mais également entre les espèces. Donc la biodiversité, c'est vraiment tout ça, c'est vraiment riche et c'est vraiment issu de plusieurs milliards d'années d'évolution. Et aujourd'hui, on a recensé 1,8 million d'espèces, mais c'est vraiment qu'une infime partie de cette biodiversité, puisqu'on estime entre 3 à 28 millions d'espèces à découvrir. Donc cette biodiversité, elle est très riche et elle nous est aussi indispensable, puisqu'elle nous rend des services, parfois appelés services écosystémiques ou services rendus par la nature. Ces services, on va dire qu'ils sont gratuits, c'est ce qui va nous permettre de nous alimenter, de nous soigner, de respirer, de se détendre, de se ressourcer, etc. Mais c'est aussi la base de la vie telle qu'on la connaît aujourd'hui, puisque cette biodiversité permet vraiment le bon fonctionnement, elle est vraiment la base des fonctionnements des écosystèmes, en permettant la réalisation des différents cycles des nutriments, des cycles naturels et la formation des sols, etc. Ces services, du coup, ils font l'objet d'une évaluation monétaire. Donc, ils sont estimés aujourd'hui à 1,5 fois le PIB mondial. Donc, ce n'est pas négligeable. Et l'objectif de ces évaluations monétaires, c'est vraiment de rendre compte de l'aspect indispensable de cette biodiversité, puisqu'en effet, plus de la moitié du PIB mondial dépend de la bonne santé, de la biodiversité et de ses services écosystémiques. Et ces services écosystémiques, ils sont mis à mal puisqu'on fait face à la 6e crise d'extinction de masse de la biodiversité. D'après le dernier rapport de l'IPBES, sorti fin 2019, on voit que, par exemple, 10% des insectes sont menacés d'extinction. Ça représente un demi-million d'espèces. Je vous rappelle qu'on a recensé 1,8 million d'espèces, donc ce n'est vraiment pas négligeable. Mais c'est également 40% des amphibiens, un tiers des mammifères marins et des récifs coralliens, etc. Je ne vais pas vous énumérer tous ces chiffres, vous les avez sous les yeux. Et quand on peut également regarder l'indice Planète Vivante, qui est assez connu, qui est un indice du WWF, on voit que ces dernières années, donc entre 1970 et 2016, la taille moyenne des populations de vertébrés sauvages a chuté de 68%. Et on pourrait en citer plein d'autres chiffres quand même assez alarmants qui sont souvent communiqués. Et du coup, à cause de cette érosion de la biodiversité, on fait face vraiment à une dégradation des services écosystémiques. Et c'est en grande partie du coup, à cause de nos activités humaines. Je peux citer les 5 grands facteurs d'érosion, mais c'est du coup la pollution des sols, les changements climatiques, les pollutions, les changements climatiques, le changement d'usage des sols, la surexploitation des ressources naturelles et également l'introduction d'espèces exotiques envahissantes. Et du coup, nous sommes concernés, évidemment, en tant qu'entreprise, d'une part, car comme je l'ai dit, plus de la moitié du PIB mondial est bien évidemment dépend du coup, comme je l'ai dit, de la biodiversité. Et du coup, surtout parce qu'en tant qu'entreprise, on a des impacts et des dépendances, du coup, directes et indirectes vis-à-vis de cette biodiversité. On va vraiment être concerné, et un bon exemple
que je peux juste citer pour l'anecdote, mais là, ça va être la pandémie mondiale qu'on a traversée, qui a vraiment mis à mal du coup nos activités économiques. Il faut savoir qu'en mai 2020, du coup, la Fondation pour la recherche de la biodiversité a établi du coup un lien entre la biodiversité et les pandémies mondiales. Et il a été du coup mis en évidence que le risque d'épidémie était accru si on restait dans ce système business as usual, donc en exerçant nos pressions sur la biodiversité. Mais du coup, à l'échelle moins globale, les entreprises, donc quelles que soient les activités, du coup, dépendent de cette biodiversité. Du coup, les activités économiques sont construites autour de ces services écosystémiques. Et on va rencontrer différents risques, comme les risques opérationnels par exemple. On peut faire face à des pénuries, des hausses des prix. Et actuellement, on pourra en citer quelques-unes, on fait face à différentes pénuries, comme par exemple la filière bois. C'est certes une pénurie qui est multifactorielle, hein, c'est jamais dû à un seul facteur, mais par exemple, on peut voir que les feux de forêt qu'il y a eu dans le nord-ouest du Pacifique a détruit une bonne partie des stocks. Et du coup, la filière, elle fait face du coup à bien évidemment la reprise économique de l'après-Covid, effectivement, mais il y a également des problèmes liés au transport, etc. On a d'autres pénuries également, comme celle des composants électroniques ou encore la filière de blé dur qui annonce qu'il va y avoir une pénurie de blé dur, donc peut-être qu'on va avoir des pénuries de pâtes alimentaires, etc. Et pour rappel, en 2019, déjà le FAO disait qu'avec l'érosion de la biodiversité, on pouvait faire face, on augmentait le risque accru des famines. Et en ce qui concerne du coup, je vais arrêter un peu avec les dépendances, mais en ce qui concerne aussi les impacts, les entreprises du coup exercent différentes pressions, et que ce soit par exemple de manière un peu directe liée à leurs opérations, à le remaniement des sols, à leur approvisionnement, en amont et en aval de toute leur chaîne de valeur, mais également de manière peut-être plus indirecte, par exemple au service avec leurs investissements pour des entreprises du système bancaire, etc., etc. Et du coup, ces différents impacts peuvent générer également des risques pour l'entreprise. Pour en citer quelques-uns que vous connaissez déjà, les risques réputationnels, juridiques, de marché, financiers, etc. Et pour donner quelques exemples de risques réputationnels qui sont assez connus, on va voir que les algues vertes, par exemple, qui du coup génèrent des dommages environnementaux, c'est très connoté à l'élevage des porcs, et du coup on va avoir cette connotation que l'élevage des porcs génère des pollutions, et ça peut générer aussi des conséquences financières. Pour ne pas citer l'entreprise, mais pour une grande entreprise laitière, vous en avez sûrement entendu parler, a par exemple eu une amende de plusieurs milliers d'euros pour avoir du coup jeté ses effluents dans une rivière, et une autre de ses filiales d'ailleurs a également a eu plusieurs milliers aussi d'euros d'amende pour avoir aussi pollué la Seiche, une autre rivière, etc. Et peut-être moins médiatisé, qui est aussi qui est assez intéressant aussi à citer, c'était la ville de Strasbourg, mais du coup il n'y a pas eu de conséquences financières puisqu'ils ont eu des discussions suite à ça, mais a abattu un arbre pour un projet d'extension du Palais des Congrès dans la ville de Strasbourg, a abattu un arbre dans lequel il y avait 500 chauves-souris, qui est une espèce protégée, et du coup elle l'a abattu à une période, elle n'a pas suivi les recommandations en fait de l'écologue qui était intervenu lors de l'étude d'impact, et du coup ça a eu des conséquences de créer des dommages. Heureusement les chauves-souris ont pu être sauvées, mais ça aurait pu vraiment créer des dommages pour une espèce aujourd'hui qui est protégée. Donc voilà pour lister plein d'autres exemples qui expliquent du coup effectivement ces liens étroits entre l'entreprise et la biodiversité. Et du coup, je vais un petit peu creuser ça dans cette partie-là. Donc effectivement, on a vraiment des liens étroits entre la stratégie biodiversité, climat et surtout RSE. Donc on va creuser ça un petit peu plus. Donc déjà pour remettre un peu en contexte, malheureusement aujourd'hui, les entreprises s'engagent beaucoup plus pour le climat, mais pas encore assez pour la biodiversité. Donc je ne vais pas vous énumérer tous les chiffres que vous avez sous les yeux, mais on peut voir aujourd'hui qu'on a 60 entreprises engagées dans la démarche entreprises engagées pour la nature, par exemple lancée par l'OFB, mais on est plutôt sur plusieurs milliers qui sont engagés dans la prise en compte du sujet du climat. Et du coup, l'analyse des déclarations
de performance extra-financière des entreprises. Donc, c'est une étude faite par la plateforme RSE, du coup, l'année dernière. Elle a remarqué que en ce qui concerne la biodiversité, l'enjeu est déjà inégalement appréhendé par les entreprises. Il dépend du coup grandement du secteur d'activité de sa réglementation. Donc effectivement, il va y avoir des secteurs comme tout ce qui est lié à la construction, le secteur également de l'agroalimentaire, qui va peut-être prendre plus en compte ce sujet biodiversité, donc en parler beaucoup plus du fait de leur impact peut-être plus évident et direct sur la biodiversité. Et les autres entreprises n'ont pas l'identifié malheureusement comme un risque significatif. Et du coup, la biodiversité n'est pas aujourd'hui intégrée dans la stratégie d'affaires dans l'entreprise. Et on voit aussi qu'il y a très peu d'entreprises qui ont fait une analyse des impacts et de leur dépendance sur la biodiversité. Et comme je l'ai cité et expliqué tout à l'heure, on en a tous à différentes échelles. Il y a quand même quelques initiatives qui sont faites. On ne peut pas dire qu'il n'y a rien, sauf qu'elles sont souvent vraiment liées à des actions de sensibilisation ponctuelles ou vraiment à la préservation d'une seule espèce, de manière assez isolée, malheureusement. Peut-être, Pauline, on pourrait rajouter en 2 secondes, et ça c'est l'histoire qui nous le fait dire, en tout cas l'ancienneté. Quand on a commencé, nous, il y a 12 ans, sur les sujets climat, il y avait très peu d'indicateurs extrêmement robustes dans les entreprises. Et c'est vrai que le climat était un sujet qui montait doucement mais sûrement. Et le sujet de la biodiversité est un peu l'antichambre de ces enjeux, où en tout cas les conversations étaient vraiment, on va dire, calibrées sur d'autres discours et d'autres profils avec d'autres enjeux. Et on voit depuis quelques années, je dirais 4-5 ans, qu'il y a une réunification des 2 corps scientifiques et des 2 débats au niveau d'ailleurs planétaire. On voit bien aujourd'hui qu'on ne peut pas discuter climat sans comprendre l'impact sur la biodiversité et vice-versa. Donc on voit bien depuis quelques années que le sujet monte avec cette ambition qui est de finalement expliquer les relations entre les deux, et on ne peut pas déconnecter, on va dire, ces 2 sujets qui sont intimement liés. Pour répondre à la question de Nicole, DPEF, c'est diagnostic de performance extra-financière. Pardon. Ok. Merci. Effectivement, comme le dit Timothée, les 2 sujets sont vraiment à prendre en parallèle, et notamment, on le voit au niveau des instances, elles évoluent toutes les 2 en parallèle. Donc en fait, elles suivent une même tendance. C'est ce qu'on peut voir ici. Jusqu'à récemment, en gros, on a vu que sur la gauche, vous voyez le nombre d'occurrences médiatiques sur le climat et la biodiversité depuis 1990. Donc en vert, on voit la biodiversité. Et du coup, on voit que ça n'a pas vraiment bougé. Alors contrairement vers les années 2000, pour le climat, on voit qu'il y a une explosion du sujet dans les médias. Mais du coup, ça change. À droite, là, on n'a pas l'étude qui le montre malheureusement, mais comme on peut voir, j'ai mis quelques extraits d'articles. La biodiversité, on commence à vraiment en parler, à se rendre compte vraiment que c'est un sujet qu'on ne peut pas évincer si on veut réellement avoir une stratégie environnementale complète. Et c'est notamment dû aux événements majeurs qui viennent de se passer et qui sont à venir, entre le Congrès mondial de la nature qui a eu lieu à Marseille ou encore la COP15 en Chine, qui se conclura du coup au printemps 2022. Et du coup, l'objectif, c'est de définir un nouveau cadre mondial pour la biodiversité, avec une attention particulière sur la mise en œuvre des mesures prises, puisqu'il faut savoir que nous avons atteint aucun des objectifs d'Aichi. Et du coup, la question, c'est de redéfinir des objectifs mondiaux vis-à-vis de la biodiversité, et cette fois-ci, d'avoir vraiment une ambition et de les atteindre. Ce serait bien pour la biodiversité et pour tout le monde, en fait. Et de manière plus... j'ai aussi cité le capital naturel, puisque c'est un peu pour faire écho... suite au Congrès mondial de la nature et avant l'arrivée de la COP15, il y a une initiative qui a été lancée du coup par la chaire de la comptabilité écologique d'AgroParisTech et également le WWF, donc qui a décidé d'inscrire les services rendus de la nature et la dégradation des écosystèmes comme une dette dans les comptes. Donc ça provoque du coup logiquement une baisse de rentabilité, et ça a vraiment pour objectif de changer le modèle d'affaires de l'entreprise. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et en France, il y a eu quelques lois qui sont passées, qui sont, même si elles sont pas vraiment assez, on peut dire, je vais pas dire anecdotiques, mais il y a quelques réglementations en tout cas qui ont des conséquences positives pour la biodiversité, avec la loi climat et résilience
qui a instauré plus de réglementation vis-à-vis de l'artificialisation des sols et également l'arrêt des pesticides sur les lieux accueillants du public au 1er janvier 2022. Donc la biodiversité est vraiment un sujet également montant et qui suit les mêmes tendances du coup que le climat. Et donc du coup, pour synthétiser tout ça, donc la biodiversité et la RSE sont vraiment liées. C'est, comme je l'ai dit et démontré, la biodiversité, c'est vraiment le socle de notre économie. Et du coup, l'érosion de la biodiversité va entraîner logiquement une perte de performance sur l'activité et les produits des entreprises. Et les enjeux de biodiversité, surtout, se trouvent sur l'ensemble de sa chaîne de valeur. Comme je le disais un petit peu tout à l'heure, mais aujourd'hui, quand on prend la biodiversité, c'est souvent de manière assez ponctuelle à différents endroits, etc. Et comme Timothée est intervenu, j'ai oublié aussi de vous dire, mais les indicateurs, par exemple, souvent, c'est plutôt des indicateurs sur la suivi de mise en œuvre de quelques actions et jamais des indicateurs vraiment d'impact sur la biodiversité qui vont vraiment suivre l'évolution de ces impacts-là. Et du coup, c'est vraiment un pilier aujourd'hui manquant de la politique RSE des entreprises. Et du coup, se prendre en compte ce sujet aujourd'hui, c'est aussi anticiper la réglementation à venir, puisque je pense qu'il y aura quand même des retombées suite à la COP15. Et ce qu'on a vu dans l'étude de la plateforme RSE, en analysant les matérialités des entreprises, on a vraiment vu qu'il y a une attente des parties prenantes, mais aussi d'ailleurs des citoyens. Pour l'anecdote, là, on peut voir, on est prêt, après avoir lancé toute une initiative sur le climat, à lancer la même chose pour la biodiversité, qui s'appelle Bienvenue en zone sauvage. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer. Donc, il faut vraiment intégrer la biodiversité dans la stratégie de l'entreprise, lancer une démarche biodiversité. Ça peut se faire déjà à l'échelle des sites, mais également sur toute l'activité et la filière. Et du coup, il y a vraiment une question vis-à-vis de quels indicateurs utiliser pour piloter cette démarche biodiversité, parce que c'est vrai c'est aussi aujourd'hui quelque chose qui pose problème aux entreprises, c'est par quelle boule prendre, comment piloter ma démarche biodiversité, puisqu'il y a une multitude d'indicateurs et ils ont tous des avantages, des inconvénients et ils doivent être utilisés entre guillemets à bon escient, si on peut dire. Enfin voilà, faut prendre au bon moment. Des indicateurs plus macro, comme des nombres de sites labellisés Biodiversity. On voit ça des fois dans les reportings, les déclarations de performance extra-financière, ou encore le CBS qui est sorti, voire plus micro, comme les taux de remplissage des nichoirs, le pourcentage d'espaces verts ou d'espaces verts gérés de manière écologique. Voilà, il y a plein de choses. Et je pense que la personne la mieux placée pour en parler, ce sera Michael, à qui je vais passer la main désormais. Merci Pauline pour cette belle intro. Voilà, moi je vais premièrement vous expliquer un peu qui est Biodiversity et puis passer à travers de fait les éléments de pilotage d'une stratégie biodiversité et des indicateurs. Donc simplement pour expliquer qui on est une société belge à la base, mais qui avons la conviction en fait que la régénération de la biodiversité peut créer de la valeur, et c'est en créant cette valeur qu'on va attirer des acteurs, des entreprises, des collectivités à agir pour la biodiversité. Et l'approche consiste vraiment à combiner en fait le génie de la nature, la technologie et l'implication de vos parties prenantes. Donc concrètement aujourd'hui, on accompagne des entreprises assez importantes et des collectivités publiques, soit à définir des stratégies biodiversité, soit ce qu'on aime beaucoup, c'est mener des projets et proposer des solutions innovantes sur site pour améliorer cette biodiversité, mais aussi réduire des polluants qui peuvent avoir un effet de pression sur cette biodiversité. Et donc aujourd'hui, on est actif dans 11 pays avec des projets sur une centaine de sites. Mais le plus important, c'est de parler du sujet. Donc, comme Pauline l'a rappelé, je vais rapidement le rappeler, il y a 5 causes de déclin de la biodiversité, puisque ces 5 causes sont ensuite liées aux indicateurs. Et les causes principales, en tout cas dans les pays qui nous concernent généralement, c'est l'utilisation du territoire, le changement climatique et l'exploitation parfois un peu abusive des ressources. Et il y a au-delà de ça la pollution, qui peut être la pollution industrielle et la qualité de l'air, mais aussi la pollution agricole. On retrouve aujourd'hui 45%, dans 45% des aliments des pesticides, donc qui ont un impact évidemment aussi sur la biodiversité. Et le dernier élément, ce sont les espèces invasives qui peuvent empêcher d'autres espèces locales de se développer correctement.
Alors, comment piloter et quels sont les indicateurs à utiliser pour votre stratégie biodiversité? C'est un sujet complexe, qui est un sujet émergent et donc pas nécessairement encore bien maîtrisé. Moi, j'aime bien utiliser ce canevas qui a été proposé par l'IUCN avec 4 niveaux. Le premier niveau qui a trait au site, un deuxième niveau qui a trait à la chaîne de valeur, et puis un troisième niveau à la communication et aux parties prenantes, et on y reviendra. Donc, le premier niveau qui paraît assez essentiel, c'est de savoir comment on travaille au niveau de son site, de site spécifique. Donc, la biodiversité, elle est locale, et donc un site d'exploitation, par exemple, peut avoir vraiment un impact important sur cette biodiversité localement. Et donc, voilà quelques éléments que l'IUCN propose de regarder plus en détail. Donc, c'est l'engagement au niveau des sites. Est-ce que vous avez une volonté d'être ce qu'on appelle no net loss, ou voire même en profit en termes de biodiversité sur le site? C'est les systèmes de management environnemental que vous avez mis en place. Est-ce que vous avez des obligations réglementaires ou en termes de permis? Est-ce qu'il y a des exigences des investisseurs? Et donc, de plus en plus, et notamment avec tout ce qui est directive taxonomie, on voit chez nos clients qu'il y a une pression des investisseurs, en ce compris d'agir sur leur site et donc de monitorer, par exemple, les espèces protégées sur site, d'avoir des indicateurs d'habitat sur site, etc. Et puis, un élément très important qu'on oublie très souvent, c'est qu'on pense que la biodiversité, elle est liée à notre site, donc à notre parcelle, alors qu'en fait, c'est une histoire à une échelle territoriale. Et donc, l'IUCN a rajouté ce point-là qui nous semble essentiel, c'est d'avoir aussi un programme collectif, donc avec vos parties prenantes locales, au niveau du territoire, parce que la biodiversité n'a pas de frontière à votre site, et votre site impacte les sites avoisinants et vice-versa. Et puis, l'engagement au niveau de l'entreprise et le reporting RSE. Alors, ce qui est important aussi, c'est d'avoir des indicateurs de retour sur investissement, des interventions. Il y a notamment, par exemple, un indicateur qui s'appelle le STAR, qui peut être utilisé à cet effet. Mais donc, si vous ne mesurez pas au niveau du site, c'est difficile d'agir. Et alors, pour mesurer et avoir des indicateurs au niveau d'un site, il y a les techniques traditionnelles, qui sont les techniques d'écologue. Donc, c'est d'avoir un écologue qui vient sur site. Et par exemple, là, vous avez des standards. Par exemple, l'image là, c'est IQE, qui est un standard français intéressant qui permet de suivre un canevas quand on fait des bilans écologiques. Mais il y a aussi aujourd'hui des solutions basées sur la nature qui ont beaucoup d'intérêt. Et je vais vous en expliquer deux que nous, on a développées. Il y en a d'autres. Une des solutions qu'on a développées est liée à l'abeille. Pourquoi? Parce qu'on se rendait compte que beaucoup d'entreprises avaient du mal à avoir des indicateurs sur leur site et au-delà, sur le territoire, que ce soit des indicateurs de biodiversité ou de pollution. Et l'avantage de l'abeille, en fait, c'est que pour se nourrir, elle couvre une surface de 700 hectares sur laquelle, en fait, elle va visiter des milliards de plantes, enfin de plantes. Et donc, elle va ramener des milliards d'échantillons de pollen. Donc, elle va ramener dans la ruche et on a développé un petit dispositif qui collecte ce pollen quotidiennement. Alors, pourquoi le pollen? Donc, le pollen, c'est ce qu'on retrouve dans les fleurs. Pourquoi le pollen? Parce qu'il capte en fait les polluants de l'air et en partie du sol et il contient l'ADN des plantes. Donc, quand on analyse ce pollen, on va pouvoir voir tout ce qu'il y a comme pollution agricole, comme pollution industrielle et comme biodiversité végétale, à quel moment de l'année, et faire le lien avec d'autres espèces comme les oiseaux ou les insectes. Et donc, on va pouvoir agir de manière très ciblée sur base d'indicateurs par période, en termes de nombre d'espèces, de qualité de ces espèces, de type de polluants, de niveau de pollution et de l'impact que tout ça peut avoir sur l'environnement. Et puis, vous pouvez suivre ces indicateurs d'année en année et de période en période. Et donc, ça permet d'agir de manière très concrète sur la biodiversité et sur les polluants qui vont avoir un effet de pression sur cette biodiversité. Donc, ça, c'est un outil qu'on a appelé le biomonitoring parce qu'il est lié à l'abeille. Un deuxième outil, ce qu'on voit de plus en plus aujourd'hui, c'est les analyses ADN, donc qui permettent en fait de prendre, par exemple, des excréments sur site et à travers ces analyses ADN, d'évaluer la présence de certaines espèces, par exemple animales. Donc, c'est un système qui permet aujourd'hui
d'avoir un bilan écologique assez rapide. Donc, ça fonctionne très bien dans l'eau, dans les excréments. Nous, on l'a développé, par exemple, pour le pollen, pour analyser les espèces végétales. Et donc, c'est une technique assez émergente qui permet de nouveau de s'appuyer sur la nature pour faire un bilan écologique du site. Il y a aussi des solutions, par exemple, acoustiques liées aux chauves-souris, aux oiseaux, qui sont assez nouvelles. Donc, il y a beaucoup de nouveautés technologiques et basées sur la nature pour vraiment faire un bilan au niveau du site et de votre site. Et je dirais que pour ceux qui n'ont pas encore travaillé sur une stratégie biodiversité et qui ont une activité qui peut avoir un impact localement, c'est sans doute le premier niveau. Et c'est pour ça que l'IUCN a considéré que c'était le scope 1, le premier niveau sur lequel vous pouvez travailler et avoir des impacts assez directs. Le deuxième niveau, c'est ce dont Pauline a parlé tout à l'heure, c'est plutôt la chaîne de valeur. Et donc ça, c'est un nouveau qui est assez émergent aussi, c'est d'avoir des indicateurs au niveau de votre branche d'activité et au niveau de vos produits et de voir quelle est l'efficacité en fait du management en termes de biodiversité sur ces branches d'activité. Et vous avez de nombreux systèmes, protocoles, outils qui ont été développés dernièrement. Alors, il y en a qui sont très liés à des activités spécifiques. Par exemple, j'ai repris le BIE qui est lié à l'industrie extractive. Et puis, vous avez, ou le BIRS qui est lié au ciment, par exemple. Et puis, vous avez des protocoles plus généralistes, on va dire, comme le GBS, qui permettent de faire une analyse au niveau de la chaîne de valeur. Vous avez aussi des outils aujourd'hui qui sont davantage liés à des produits, comme le Product Biodiversity Footprint. Donc, on voit un ensemble d'éléments qui émergent pour pouvoir faire ce diagnostic de l'impact de votre chaîne de valeur sur la biodiversité. C'est un sujet complexe, mais qui commence à se développer. Et puis, il y a aussi l'évaluation en fait, des risques futurs au niveau de vos sites, et ce qui permet, pas à l'échelle d'un site spécifique, mais à l'échelle plus vaste, d'analyser l'impact que vous avez par rapport à votre stratégie sur vos sites de production, par exemple. Et là, il y a des outils tels que l'IBAT qui sont assez intéressants pour faire une analyse plus large. Le troisième scope que l'UICN a défini, c'est vraiment l'engagement en termes de communication sur ce que vous faites au niveau de la biodiversité. Et on voit justement, pour faire le lien avec la RSE, que les systèmes et les standards de reporting RSE commencent à intégrer aussi des aspects de la biodiversité. Donc, on le voit par exemple au niveau du GRI, au niveau des déclarations ESG, que cette notion de biodiversité commence à avoir une certaine importance et qu'il y a des indicateurs qui commencent à être repris par ces grands standards au niveau de la RSE et du développement durable. Et le dernier niveau de l'UICN, c'est l'évaluation de la performance par un tiers. Et donc, on voit aussi que là, il y a des choses qui évoluent et que des organismes d'évaluation tierces vont intégrer aujourd'hui des indicateurs biodiversité. Notamment, on parlait du secteur du bois voilà, ou de la pêche. On voit qu'il y a des systèmes de certification et autres qui commencent à intégrer vraiment cette notion de biodiversité et donc qui, dans les années à venir, va devenir un sujet extrêmement important pour mettre les produits en avant et mettre vos actions en avant. Mais au-delà des indicateurs, je crois que ce qui est important, c'est de se rappeler, et c'est essentiel, que la biodiversité et les projets que vous allez mener peuvent être source de création de valeur. J'ai repris ici quelques impacts positifs que vos projets peuvent avoir, donc sur la qualité de l'air, pour ceux qui ont des projets industriels et qui ont des difficultés éventuellement avec des parties prenantes en raison de pollution locale, vous pouvez agir avec la biodiversité pour avoir des indicateurs, par exemple. Au niveau de l'agriculture, évidemment, on peut travailler sur de l'agriculture régénérative, la production d'eau, donc on peut protéger vraiment les ressources en eau avec des solutions liées à la biodiversité. En termes de qualité de sol, l'impact est direct aussi. Vous pouvez aussi améliorer vos bilans CO2 avec des projets en lien avec la biodiversité. Et Timothée l'a rappelé, notamment en lien avec de l'agroforesterie ou même des projets plus locaux. Il peut y avoir un impact sur le bien-être. Et donc ça a été prouvé notamment au niveau de la capacité du personnel à être plus performant. Nous, on a développé, par exemple, des aménagements thérapeutiques qui réduisent
les effets de maladies telles qu'Alzheimer, Parkinson. Donc là, des aménagements biodiversité ont vraiment un impact positif sur les capacités de concentration et de récupération. Et puis, élément très important, il y a l'aspect des parties prenantes. Aujourd'hui, de plus en plus, on voit que c'est important d'agir sur la biodiversité, notamment pour les investisseurs qui commencent à avoir des exigences, mais aussi évidemment pour les consommateurs. Et puis la biodiversité, le fait d'agir sur la biodiversité a un impact positif et créer de la valeur sur vos ressources et donc la biodiversité en tant que telle. Et si je reviens à l'aspect des activités, nous, généralement, on constate que les projets ont vraiment un impact en termes de stratégie environnementale pour ne plus avoir cette biodiversité qui est un peu un parent pauvre des stratégies. Sur vos biens, vos produits, en fait, vous pouvez améliorer vos produits dans l'alimentaire, par exemple, les cosmétiques, ou vos biens, hein, des actifs immobiliers peuvent avoir une meilleure valeur si on intègre la biodiversité aujourd'hui dans des projets immobiliers. On évite la pression de la chaîne de valeur au niveau des investisseurs et des consommateurs. On se conforme aux contraintes réglementaires. Il y a tous les aspects de certification dont Pauline a parlé tout à l'heure qui sont importants. Et puis la relation avec les acteurs locaux et le bien-être comme j'en parlais. Et juste pour terminer avec 2-3 petits cas concrets qui montrent vraiment la création de valeur en termes de gestion de la biodiversité. Donc ici, on est sur une ville, donc à l'échelle d'un territoire. On a monitoré donc cette ville. On s'est rendu compte qu'il y avait 3 grandes problématiques. Donc on a monitoré via le système de biomonitoring et des abeilles dont j'ai parlé tout à l'heure. Première problématique était liée à des polluants industriels dont on a pu tracer l'origine, et ces polluants étaient liés au port que vous voyez au-dessus à gauche. Et donc très rapidement, une fois qu'on a pu identifier les polluants, on a pu trouver la source et on a pu identifier des solutions. Donc en déant les 2 ans, on a fortement réduit, voire évité tout type de polluants industriels sur ce port. Le deuxième aspect, c'était lié à la biodiversité. Donc, on se rendait compte qu'il y avait des grosses carences en termes de biodiversité, notamment de végétation locale. Donc, vu que la végétation est la base de la chaîne trophique, on ne retrouvait plus certains insectes, on ne retrouvait plus certains oiseaux, etc. Et donc, on a pu identifier les carences, proposer un projet et impliquer toutes les parties prenantes. Donc, la ville, mais aussi les acteurs locaux comme les agriculteurs, les citoyens, etc. Et donc, aujourd'hui, il y a des milliers de citoyens qui plantent chaque année, avec un impact important parce qu'on a quadruplé en déant les 3 ans le nombre d'espèces végétales et on y retrouve par exemple des pollinisateurs qu'on ne trouvait plus en Belgique depuis des années. Et le troisième aspect, c'était des pesticides. Et donc de nouveau, on a pu tracer l'origine de ces pesticides qui étaient liés à une agriculture liée notamment aux pommes de terre. Et donc, on a pu travailler avec les agriculteurs localement pour avoir une agriculture plus régénérative et limiter cet impact des pesticides. Et donc l'impact, évidemment, il est environnemental, mais il a permis aussi à la municipalité de prendre des décisions très ciblées, de limiter des budgets, d'avoir des indicateurs d'impact positif. Comme je vous le disais, on a quadruplé le nombre d'espèces végétales, par exemple, et évidemment d'en retirer un bénéfice politique. Le deuxième aspect, ce sont par exemple des entreprises qui doivent protéger leurs ressources. Donc ici, c'est un projet où vous aviez des captages d'eau sous des productions viticoles. On sait tous que la production viticole, elle est complexe, elle exige l'utilisation de produits phyto. Et donc, on a pu vraiment monitorer l'utilisation de ces produits phyto. Donc, on était à 25 pesticides en moyenne en 2014 et on a pu réduire l'utilisation de ces pesticides à moins de 5 à des niveaux qui sont tout à fait acceptables. Donc, de nouveau, ça a été des décisions basées sur des indicateurs très précis, très spécifiques pour améliorer la qualité du produit au niveau viticole, mais aussi protéger les ressources en eau et réduire les coûts de gestion avec un aspect positif aussi pour le territoire de manière plus large. Et troisième type d'industrie avec lesquelles on travaille beaucoup, ce sont des industries qui ont un impact négatif ou qui sont perçues comme telles, parce que quand on voit la fumée sortir d'une cheminée, on a tout de suite l'impression que c'est de la pollution, et de les amener vers un impact positif. Et donc, par exemple, ici, vous avez une carrière, mais ça peut être un site immobilier, où on a mis en place des actions en faveur de la biodiversité. Ils avaient des problématiques avec les parties prenantes en raison des poussières et du bruit, mais on a pu démontrer en fait que cette carrière avait un impact positif et une contribution positive au niveau du territoire, tant en termes de biodiversité que de pollinisation, que d'agriculture régénérative, etc. Et donc,
Ça leur a permis justement de recréer ce lien avec les parties prenantes, notamment les agriculteurs, la municipalité, et d'obtenir des permis d'expansion de leur activité grâce aussi à toutes ces démarches environnementales qu'ils avaient en faveur de la biodiversité. Donc, c'est pour vous montrer quelques cas pratiques d'impact. Et Chloé va nous témoigner un chouette cas avec Grand Paris Aménagement. Et donc, Chloé, je te laisse la parole. Merci. Alors, un pouce en l'air. Alors, bon, je suis vraiment très contente d'être parmi vous, hein, même digitalement, pour vous parler de l'intégration de la biodiversité dans la stratégie de Grand Paris Aménagement. Et merci de m'avoir invité pour ce témoignage, cet exemple très concret. Donc moi, je suis, comme je le disais en introduction, chargée d'opération chez Grand Paris Aménagement, qui est le premier aménageur de l'Île-de-France, qui pilote environ 80 opérations actives. Et avec une équipe de 3 collègues, je travaille sur 2 opérations à Tremblay en France, donc en Seine-Saint-Denis, qui font l'objet de cette présentation. C'est Aéroliance et le Vallon du Sausset. Je vais vous montrer une carte juste après. On sait tous que le secteur immobilier, la construction, l'aménagement du territoire est très, très montré du doigt. Donc, pour relever tous les défis de la transition énergétique, Grand Paris Aménagement s'est lancé depuis 2013 dans des OSTRAD, Objectifs stratégiques de développement durable. Nos OSTRAD assurent et assureront demain, que ce soit dans notre fonctionnement interne, mais aussi sur nos opérations, sur les opérations qui nous sont confiées sur nos chantiers, la conformité en fait de nos actions à la réglementation. Oula, j'ai une énorme question qui vient d'arriver sur mon écran, excusez-moi. Ah bon, c'est bon, j'ai voulu répondre à une question, mais... Ça a fait pop. Donc, l'objectif, c'est de la conformité de nos actions à la réglementation et aux exigences environnementales. Donc, Pauline en a parlé en introduction. Hein, c'est notamment les obligations qui figurent au titre du Code de l'urbanisme, au Code de l'environnement, au Code de la construction, mais aussi l'amélioration continue pour la protection de l'environnement et la prévention de toutes les pollutions et la préparation à une meilleure gestion future de nos opérations. Donc ça, ce sont les grands objectifs, les OSTRAD, justement, de développement durable. Pour les décliner, on a développé le PMDDI, donc Programme de Management de Développement Durable et de l'Innovation. C'est un petit peu la feuille de route, c'est un gros fichier Excel, hein, le qui fait quoi, dans quel objectif, et avec tout un tas d'indicateurs qui sont associés à chaque objectif, à chaque axe, que l'on met à jour une fois par an avec un pourcentage d'accomplissement. Donc ça, c'est un petit peu notre outil qui nous permet de respecter nos certifications. Donc, on s'est engagé dans la certification ISO 14001, Management de la qualité environnementale, ISO 9001, Management de la qualité, et la certification EMAS, qui est un système d'audit environnemental européen. Donc, de manière générale, pour respecter tous ces engagements qui soient réglementaires ou volontaires qui correspondent à l'ambition de Grand Paris Aménagement, on a mis en place un SMQE avec 4 grands axes. Excusez-moi, ça fait vraiment en entonnoir, hein, c'est bien hiérarchisé. Les 4 grands axes que l'on évalue dans nos opérations, c'est le respect du territoire, l'économie des ressources, la maîtrise des usages et l'accompagnement. Donc, quand on parle d'accompagnement, c'est les parties prenantes. Autant nos clients que nos partenaires, que les habitants, etc. En somme, chaque année, le PMDD, comme je vous le disais, il est évalué. Il est porté à connaissance de tous via la déclaration environnementale. Et du coup, ça nous permet chaque année d'éventuellement rediriger les orientations de l'opération grâce à notre comité de direction. Donc ça, c'est pour la structure un petit peu globale chez Grand Paris Aménagement. En 2021, notre nouveau directeur général, Stéphane Defay, a lancé une refonte de la feuille de route stratégique
qui est très orientée sur le développement durable, pour renforcer nos précédents engagements. Vous connaissez vous-même, on vient d'en parler, toutes les difficultés climatiques et environnementales qui sont en cours. Donc, on s'engage sur 3 objectifs majeurs, qui sont bien évidemment déclinés en sous-objectifs et en déclinaisons très concrètes pour suivre dans nos opérations. Ces 3 objectifs majeurs sur lesquels on est en train de travailler, c'est la réduction de l'empreinte carbone de l'aménagement pour économiser les ressources, quelles qu'elles soient en eau, en énergie, voilà. Aménager au service de la biodiversité pour ne plus opposer ville et nature, et aménager une ville inclusive, donc la ville pour tous. Et notre axe numéro 2, en fait, c'est concrétisé pour le cas des opérations que je suis sur Aéroliance et le Vallon du Sausset par un partenariat avec Biodiversity. Donc, je vous montre juste ici. Donc, nous portons cette étude sur Aéroliance. Donc, je ne sais pas si vous voyez très bien. Alors, attendez, je mets en grand écran. Aéroliance, qui est une opération au sud de l'aéroport Charles de Gaulle, est collée au parc des expositions, et qui est une zone d'aménagement économique, donc avec de l'activité, un petit peu de logistique et du bureau dans les secteurs centraux. Et le Vallon du Sausset, qui est une opération purement hydraulique, écologique, paysagère et agricole, donc qui sont vraiment 2 opérations attenantes avec des programmations très différentes mais très complémentaires, dans la mesure où le Vallon du Sausset, qui est une opération, donc je vais dire le gros mot naturel, sert à gérer l'écoulement des eaux de pluie à la fois de l'opération Aéroliance et de tout le bassin versant, donc qui va bien au-delà juste de l'opération d'aménagement. Donc cette étude que l'on porte depuis 2019 avec Biodiversity, Mickaël l'a bien développée. Elle porte sur l'analyse du pollen des abeilles, qui permettent de fournir en fait des données, des bioindicateurs sur donc la qualité, la diversité végétale et les carences en présence, les carences en termes de flore, etc. Donc il y a des milliers et des milliers d'espèces qui peuvent être analysées à travers le pollen des abeilles. Bon, je pense que vous avez tous compris, hein, mais concrètement, c'est comme si on venait regarder dans votre assiette pour voir si vous mangez équilibré, et si ce n'est pas le cas, s'il manque quelque chose, on vient, dans Paraménagement, a pour objectif de venir compléter l'équilibre pour s'assurer que les abeilles soient en pleine forme, mais aussi, bien évidemment, à travers ça, la qualité des espaces que l'on va créer. Ce Grand Paraménagement est un opérateur qui crée du territoire, qui vient renouveler les territoires d'Île-de-France. Je me permets de changer. Donc concrètement, quelles sont les actions en place que l'on a mises en place? Donc on a installé avec Biodiversity des ruches, avec un premier relevé en 2019 que l'on considère l'année N0 de départ, ce qui correspond à l'état de la ZAC, des 2 ZAC, quasiment à leur commencement, donc vraiment avec très peu d'aménagement, très peu de construction. Ensuite, des relevés triannuels seront réalisés pour se caler sur le rythme d'avancement, de construction et d'aménagement des 2 opérations, pour voir l'évolution en fait de nos plantations. Je vais y revenir un tout petit peu après. Au-delà de ça, nous avons un petit peu élargi notre intervention avec Biodiversity. On leur a lancé une mission supplémentaire qui est d'analyser les plans paysagers, donc des espaces publics des opérations, et de préconisation pour les phases ultérieures d'aménagement. Donc, des actions très ciblées en phase conception puis en phase travaux, qui ont pour vocation à compenser, compléter les carences qui ont été identifiées en année 0. Donc, des actions vraiment très concrètes auxquelles on ne pense pas forcément. Et on a besoin d'experts pour nous accompagner sur ce thème-là. L'objectif, c'est que chaque phase d'aménagement, chaque rue qui va être créée, chaque espace public vienne améliorer l'état initial, en fait, qui a été vu en année 0, en 2019. Donc, notre prochaine campagne d'analyse, ce sera en 2022. Donc, je pense qu'on pourra communiquer
pourra communiquer là-dessus si jamais on voit des évolutions concrètes, parce que le Covid est passé par là. Malheureusement, il ne s'est pas passé grand-chose en termes d'aménagement. Et enfin, pour aller encore plus loin sur cette démarche de biodiversité et pour parfaire la mission de Grand Paris Aménagement, qui est un opérateur mais pas un gestionnaire, Michael et son équipe ont pour mission et ont encore pour mission de rédiger une charte de gestion des espaces verts en collaboration et avec le futur gestionnaire. L'objectif, c'est vraiment d'aller jusqu'au bout et de se projeter sur du long terme pour concrétiser dans le temps nos engagements. Donc, ça ne sert à rien de faire des engagements vertueux en termes d'aménagement, de planter les meilleures espèces, etc., qui vont venir compléter la palette végétale, si derrière le gestionnaire n'est pas sensibilisé à ces enjeux, ne sait pas comment les gérer, ne sait pas mettre les moyens en place, financiers, humains, techniques, pour les gérer. Donc, mis bout à bout, c'est l'élargissement de toutes ces actions nous permet de mettre en place vraiment un système en fait, d'amélioration continue, qui est aussi rendu possible du fait de la très longue temporalité de l'opération d'aménagement, qui est en fait une aubaine pour nous pour se réinventer à chaque étape avec biodiversité. Alors, je vous ai mis un petit extrait pour vous montrer à quoi ça ressemble concrètement le PMDDI, sans aller trop loin parce que c'est quand même assez lourd, en première lecture en tout cas. Donc, Grand Paris Aménagement, on avait déjà mis en place un système de suivi assez fort sur certains aspects liés, Pauline, tu en parlais en introduction, sur les enjeux climatiques. Et là, on a vraiment souhaité renforcer nos engagements sur les 3 points de la feuille de route stratégique que j'ai mis en introduction. C'est rendu possible aussi du fait que chaque opérationnel, donc comme moi, comme mes collègues, en charge de leur secteur, peuvent mettre en place des expérimentations localement. Donc, c'est vraiment cette logique à la fois du cas par cas, adapté au contexte local et du bottom-up, en fait. On a une marge de manœuvre pour proposer des solutions à cette échelle-là, à l'échelle locale, qui sont donc consolidées dans le cadre de notre SMQ, notre système de management de la qualité environnementale, et remonter à la direction. Donc, ce qui permet à l'établissement d'avoir une vision quand même globale sur toutes les actions que l'on porte à l'échelle de tout le territoire. Vous vous doutez bien qu'on ne peut pas généraliser ce qui se passe au nord, au sud de l'Île-de-France, à l'est, à l'ouest, et même à 2 opérations contiguës. Parfois, on n'a pas les mêmes types de sols, pas les mêmes types de plantations. Donc, ce PMDDI qui est très, très développé et permet de s'adapter à chaque opération. Donc, on vient mobiliser des indicateurs pertinents en fonction du territoire qui est concerné. Et ça permet de voir nos indicateurs que j'ai mis juste en dessous, un petit extrait, avec des pourcentages d'avancement, nous permet de voir très concrètement l'avancement et la matérialisation de tous nos engagements. Donc, je vous ai parlé un petit peu du mode d'intervention de Grand Paris Aménagement, comment fonctionnait notre stratégie qui est très orientée sur le développement durable. Mais je vais vous parler je vais réélargir un petit peu sur tous les bénéfices que ça procure pour nous et nos parties prenantes. Il faut savoir que c'était cet accompagnement, cet engagement avec Biodiversity, c'était une expérimentation pionnière en France. C'est vraiment un projet pilote qui va nous servir, nous, à démontrer notre ambition éprouvée au territoire, qui sont nos partenaires et nos clients, notre volonté d'améliorer la vie des habitants. Concrètement, le premier enjeu, c'est comment améliorer la vie sur le territoire, à l'aune des enjeux environnementaux et climatiques d'aujourd'hui. C'est donc, pour rebondir là-dessus, cette expérimentation qui est pionnière, c'est aussi une expertise complètement nouvelle. C'est un regard neuf porté sur le potentiel écologique de nos opérations, je vous l'avoue que parfois moi j'ai sous-estimé, qui montre tout le travail en fait à accomplir pour favoriser l'implantation d'une biodiversité encore plus riche. Et cette étude biodiversité que l'on vient consolider dans le cadre de notre SMQE nous permet de suivre l'évolution de nos engagements sur la biodiversité via des indicateurs qui sont très fiables, très clairs, et adapté bien évidemment au contexte local. C'est un outil, concrètement,
c'est un outil d'analyse, de dialogue, de réorientation et, comme je le disais, d'amélioration en continu. Ça nous permet, je reviens là-dessus, vous en avez parlé tous les deux, par exemple, d'aller voir les agriculteurs en présence, d'aller voir les maires, et de renforcer les actions, de légitimer encore plus les actions que l'on porte. Cette étude nous permet, bien évidemment, de renforcer notre stratégie de développement durable, j'en ai parlé 3-4 fois, de respecter nos engagements réglementaires. Donc, dans le cadre du PNDDI, on en a parlé un tout petit peu de cette labellisation Biodiversity. Notre objectif, c'est d'être labellisé Biodiversity parce que ce label permet de certifier le niveau de prise en compte de la biodiversité dans les projets d'aménagement. Et donc aussi tout ce qui va autour, donc le plan d'action 2018, la déclaration environnementale, vous connaissez très bien déjà les fonctionnements, je pense. Et enfin, avec ce genre d'études qui est venu assez naturellement de par les équipes opérationnelles, ça nous permet aussi d'accentuer, de développer l'image de Grand Paris Aménagement, de montrer son engagement à l'extérieur auprès de nos parties prenantes, parce que nous sommes un acteur majoritaire de l'aménagement en Île-de-France. Il faut aussi montrer tout ce qu'on est en capacité de faire et à quel point on peut être un levier en faveur de la biodiversité et de l'aménagement durable en Île-de-France. Je vais finir en 2 mots avec une petite ouverture. Donc, notre travail avec Biodiversity, qui a commencé donc en 2019, va certainement se poursuivre jusqu'à la fin de la ZAC, avec l'objectif d'avoir une vision globale en fait, sur la totalité d'un projet d'aménagement. Ça va nous permettre de voir une évolution donc des indicateurs, donc des chiffres en tant que tels, mais aussi de voir l'efficacité réelle de nos engagements, donc voir des abeilles, voir de la faune, de la flore, etc., se diversifier sur le territoire. Ça se voit de façon très concrète. Je rebondis sur ce que tu disais, Pauline, en introduction, qui est très important. Je crois que c'est les fameux scopes B, dont tu as parlé, Michael. Grand Paris Aménagement, on travaille aussi avec, donc vous le savez, beaucoup de promoteurs immobiliers qui vont venir construire des logements, des locaux, etc. Notre objectif pour notre stratégie de développement durable, c'est aussi de maîtriser l'ensemble de la chaîne de valeur, donc de maîtriser l'action des promoteurs et des partenaires. Donc, pour garantir nos engagements stratégiques, on impose sur toute la chaîne de valeur les mêmes contraintes, donc à travers les règlements de chantier vert, les engagements sur les terres qui sont évacuées et revalorisées, les engagements en termes de photovoltaïque, etc. On leur impose aussi d'être labellisés Biodiversity, par exemple, qui est pour nous un excellent indicateur de l'engagement en faveur de la biodiversité. Et on porte de façon plus large une vraie réflexion sur le modèle économique de l'aménagement aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez suivi, ça s'est traduit la semaine dernière, nous avons fait des annonces sur l'arrêt de la mise aux enchères de nos terrains. Donc, je vais vous expliquer en quoi ça a du sens par rapport à tout ce qu'on vient de se dire. Aujourd'hui, on va arrêter cette course aux enchères pour stopper la spéculation foncière en Île-de-France. Donc déjà, en faveur de cette ville inclusive et accessible. On sait tous que ça coûte extrêmement cher en Île-de-France, l'acte de construire. Et nous attribuerons à prix fixé, à prix donné, en fait, des terrains sur la base de la qualité architecturale et environnementale. Ça change complètement le paradigme, en fait, notre façon de penser l'aménagement du territoire. Et là, on va avoir auprès de nos partenaires et des promoteurs des vrais critères environnementaux qui pourront faire la différence, mais de façon substantielle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte vraiment du changement de l'inversement du modèle qui est en train d'agir, et Grand Paris Aménagement souhaite vraiment porter ce message en faveur, évidemment, de tout ce qu'on vient de dire, de toute la biodiversité et l'environnement au sens large. Voilà, alors j'ai essayé d'être assez concise. Il y a énormément de choses à dire sur nos opérations, notre démarche. On a pris un exemple très concret de ces 2 opérations qui sont en Seine-Saint-Denis. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Alors, en visioconférence, ce n'est pas forcément facile, mais merci beaucoup. Merci à Ecodev de nous avoir invités.
Merci Yael d'avoir pensé à Grand Paris Aménagement pour ce témoignage. Et j'ai mis mon adresse mail si jamais vous avez besoin de poser des questions que je vous ai laissées sur votre fin. J'y répondrai avec grand plaisir dans la mesure du possible. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Chloé. On va passer aux questions. On a un peu dépassé, mais du coup, on va traiter les quelques questions qui ont été posées. Merci à tous. Alors, première question, je vais en faire deux en même temps. Une stratégie de biodiversité a-t-elle un sens pour une société de services disposant essentiellement de bureaux? Et je vais poser la seconde, qui est un peu en lien. C'est qu'une démarche de biodiversité a du sens pour une activité tertiaire avec des impacts moindres, mais pas absents pour autant. Je ne sais pas si Timothée ou Mickaël, vous vouliez… Ouais. Bah, moi, je veux bien initier, Mickaël, tu peut-être compléteras, mais oui, en fait, tout type d'activité ou tout type de service peut avoir ou a déjà des impacts sur la biodiversité. Alors, on peut imaginer que le tertiaire ou des entreprises de services ont moins d'impact. Il faut aller voir à la fois les impacts directs et indirects pour comprendre et justement y répondre à cette question. Alors, les impacts directs, c'est effectivement assez naturel de se dire il y en a beaucoup moins que quand on est une carrière ou quand on fait de l'aménagement du territoire. Probablement. Après, ça dépend ce qu'on aménage et ce qu'on extrait de la nature, quelque part. Mais si on prend les impacts indirects, c'est pas évident. Et d'ailleurs, le service peut être beaucoup plus impactant que d'autres activités, on va dire, par exemple, industrielles. Je vais prendre un exemple, mais les ordinateurs qu'on a sous la main, le papier qu'on peut ou les consommables au quotidien peuvent avoir des enjeux de filière extrêmement, on va dire, impactants sur la biodiversité, qu'on peut appeler la biodiversité grise, hein, c'est le vocabulaire un peu technique, et quels sont les impacts au-delà. Quand vous choisissez des bureaux aussi, en fonction de là où vous allez être logé, c'est des matériaux qui ont été aussi issus de cette nature et avec des impacts indirects par rapport à votre activité. Et puis, je peux finir sur le portefeuille financier, c'est-à-dire que quand une entreprise tertiaire a de l'argent, en fonction de là où elle investit pour son plan d'épargne entreprise ou de sa trésorerie, on va dire, peut aussi avoir des impacts extrêmement importants. Et là aussi, on peut parler de biodiversité, d'impact indirect sur la biodiversité. Donc, clairement, sans avoir fait l'exercice de regarder et de remonter cette chaîne de valeur, ça me paraît compliqué de dire on est dans le service ou le tertiaire, on n'impacte pas et il n'y a que l'industrie qui impacte, c'est complètement faux. Et quand on regarde maintenant ces démarches-là sur les audits, il y a des méthodologies qui existent. Je peux citer celle de la CDC Biodiversité, là, le Global Biodiversity Score. On voit bien que ça remonte assez loin, ces enjeux de filière et ces enjeux d'impact. Voilà, donc, bon, petite… je ne vais pas étoffer plus longuement. Voilà, vous avez peut-être, et je pense, bien compris le raisonnement. Peut-être Mickaël ou, je ne sais pas, Pauline, si vous voulez compléter. Non, mais je te rejoins et je pense que ces secteurs-là aussi peuvent avoir un impact au niveau de leurs clients. Et donc, justement, mettre en place des règles et comme Grand Paris Aménagement l'expliquait, d'imposer maintenant aux développeurs plutôt des critères en termes de qualité environnementale plutôt que de prix est intéressant. Et je pense que le niveau tertiaire peut aussi regarder ce que font les clients et avoir des indicateurs en lien avec leurs clients. Mais c'est vrai que c'est principalement la chaîne de valeur et si ce sont des activités avec de nombreux sites, il y a une emprise au sol, donc il y a un impact biodiversité sur lequel on peut agir. Si on fait le parallèle avec le sujet du carbone, qui est quand même assez proche en termes de raisonnement intellectuel, vous pouvez prendre l'exemple de la France. Sur notre quota 2015-2020 carbone, on a sur les émissions directes, donc sur notre territoire réduit, par contre sur les émissions indirectes, on a augmenté. Et en fait, on est exactement dans la même situation aujourd'hui sur la biodiversité, selon moi. Effectivement, on travaille beaucoup ce qu'on voit autour de nous et on s'améliore, mais on oublie d'aller un peu plus loin dans la chaîne de valeur et on voit qu'on a, à l'échelle de la planète, tout de même une dégradation telle qu'on ne peut pas se dire je me limite à mes impacts directs. Enfin, c'est plus envisageable, je pense, pour être sérieux dans ce genre d'approche. Merci. S'il n'y a pas de complément, du coup, on passe à une autre question. Alors, il y avait une question qui était est-ce que ces deux indicateurs sont aussi pour les TPE? Donc, je ne sais plus de quel indicateur on parlait. C'était ceux du dernier scope présenté par Mickaël. La question a été posée à ce moment-là. Ok, donc c'était sur l'audit par des parties tierces, si je me souviens bien, je suppose. Et je vous avoue qu'il faut regarder certification par certification. C'est vrai que généralement, c'est plutôt des certifications qui représentent un certain coût. Et donc, c'est vrai qu'on est souvent sous des entreprises qui ont une certaine taille.
Mais je pense qu'il faut évaluer par secteur, dans quel secteur vous êtes. Par secteur, il y a des certifications ou des labellisations possibles. Et voilà, c'est surtout une question de budget, quoi. Mais... On a perdu Thomas. Ah, ça y est. Ouais, il est en mute. T'es mute. J'étais déconnecté, voilà. Il y avait tout. On t'entend de très loin, Thomas. Ah. Est-ce que vous pouvez checker peut-être une question pour moi pendant que je remets en route le coup? Allez. Est-ce que la taxonomie européenne pour une finance durable et l'inclusion d'un objectif pour la biodiversité va dans le bon sens et va pousser les entreprises à inclure la biodiversité dans leur bilan extra-financier? Alors là, cette question, elle mériterait de faire tout un webinar. Michael, je te sens motivé. Alors, bon, c'est un sujet complexe. Moi, j'ai la conviction que ça fait évoluer les choses. Donc, on voit, nous, nos clients qui commencent à agir de manière plus importante parce qu'ils se rendent compte qu'il y a déjà une philosophie au niveau européen, etc. Et que les investisseurs commencent à comprendre aussi qu'ils vont devoir intégrer ces indicateurs dans leur bilan extra-financier. Et donc, ils l'imposent aussi à leur chaîne de valeur. Et donc, on voit dans le retail alimentaire, par exemple, des grands groupes qui disent aujourd'hui, on doit commencer à avoir ces indicateurs et intégrer ces indicateurs au niveau de notre chaîne de valeur pour pouvoir les remettre au niveau de nos investisseurs. Donc, je pense que c'est que ça prend la bonne direction. Après, est-ce que dans le contenu, les choses sont parfaites, etc. On est au début, donc il faudra voir. Il y a encore pas mal de choses qui doivent évoluer. Donc voilà, moi j'ai entendu de gens au niveau de la Banque européenne d'investissement, etc., des questionnements sur le contenu. Mais je trouve qu'en termes de philosophie, ça va dans le bon sens. Et c'est comme ça que les entreprises et que l'ensemble de la chaîne de valeur va inclure ces notions de biodiversité dans leurs activités, c'est via aussi les investisseurs. Donc, je pense que ça va dans la bonne direction. Clairement, je peux abonder dans ton sens, c'est-à-dire qu'on voit bien que comme c'est une réglementation européenne et qu'elle est homogène du coup pour tous les pays, on sent déjà que c'est une trame de fond qui tire les grands groupes vers le haut pour avoir des pratiques comparables, on va dire, ou en tout cas homogènes. Et puis tout bêtement, c'est-à-dire que c'est un sujet qui s'inscrit dans la loi, qui n'était pas forcément aussi précisé. Alors effectivement, tu l'as bien dit, c'est le début et donc du coup c'est probablement imparfait, mais ça a le mérite d'exister. Et nous, on sent aussi que c'est un sujet montant. Voilà, on est encore aux prémices, mais ça monte fortement. Question suivante. Alors, ça va être très rapide. Ça va être très rapide pour toi, Michael. Est-ce que vous faites des analyses de pollution lumineuse? Non, mais de fait, il y a pas mal de solutions qui existent pour ça. Donc, on en connaît. Donc, en cas de besoin. Et Chloé, est-ce que c'est un sujet, la pollution lumineuse chez GPM? Oui, absolument, notamment sur le vallon du Saucet, où il y a eu d'études lumineuses de la maîtrise d'œuvre pour éviter trop d'impact sur les espèces, comme on est sur une zone naturelle. Oui, ça arrive de plus en plus. Ok. Question suivante. Les aménagements durables favorisent-ils une reconnexion entre les usagers et la nature? Avez-vous des indicateurs pour évaluer ce degré de reconnexion? Ouais, donc ça, nous, concrètement, par exemple, on a développé ces aménagements avec des personnes qui souffrent de maladies, type Alzheimer, Parkinson, etc. Donc, on a réalisé dans des EHPAD et on a développé ça avec une neurologue spécialisée sur le sujet et qui travaille à l'Université de Nancy. Et il y a énormément d'indicateurs qui existent justement pour faire le lien entre l'impact positif de la reconnexion à la nature. Donc, en termes de capacité de guérison plus rapide, en termes de capacité de concentration, en termes de stress, de risque de burn-out, etc. Donc, il y a pas mal d'études scientifiques, enfin énormément d'études scientifiques aujourd'hui qui ont prouvé vraiment les bienfaits de la reconnexion à la nature, que ce soit pour des maladies ou pour des personnes qui travaillent ou d'autres aspects. Ok. Je ne sais pas si Thomas, tu nous entends et si ça marche. Si, ça y est, normalement, vous m'entendez à nouveau. Parfait, tu peux reprendre la main.
Génial. Du coup, il y avait aussi une question sur les. Alors, c'est plus d'actualité sur les Jeux 2024 qui vont détruire de nombreux foyers de biodiversité. Qu'est-ce qui va être fait pour par les parties concernées? Est-ce que vous avez des informations? Bah, en tout cas, il y a un contexte réglementaire en France sur la loi de biodiversité qui pousse les entreprises ou les établissements de manière générale à financer la compensation de biodiversité lorsqu'ils vont aménager ou construire sur des surfaces qui va avoir un impact sur la biodiversité. Donc, soit ils sont en capacité de réduire au maximum et de démontrer qu'il n'y a pas d'impact, ce qui finalement ne sera pas le cas sur beaucoup de projets. Soit ils vont financer des projets à proximité pour compenser, donc essayer de reproduire des gains qui vont être similaires aux pertes. C'est une vue de l'esprit, hein, on peut bien évidemment la critiquer, mais en tout cas, c'est un texte de loi qui existe et c'est déjà mieux que rien. Et puis après, il y a je ne peux pas compenser au niveau physique et donc je mets de l'argent, je paye finalement pour que des projets par la suite soient financés. Donc voilà, il y a des niveaux de compensation. J'ai vu qu'il y avait une question aussi sur le sujet des terres déversées, sur des terres d'excavation déversées sur des terres agricoles. Clairement, aujourd'hui, l'aménagement du territoire est soumis à quand même beaucoup d'imperfections et beaucoup d'évolutions. Alors, je ne sais pas si Chloé, le Grand Paris Aménagement, est acteur et ciblé dans ses propos. Ouais, alors ça m'étonne un petit peu cette remarque. En tout cas, ça ne doit pas être sur mon territoire, en tout cas le territoire sur lequel je travaille, parce que ça ne me dit rien, ce qui est un scandale, j'imagine. Non, nous, vraiment, on a une réglementation extrêmement stricte en termes de déblais. À partir du moment où la terre sort et bougée, c'est considéré comme un déchet. On a des obligations de suivi qui sont très importantes et de revalorisation. La priorité étant la revalorisation et en dernier recours, le stockage donc des installations de déchets. Et du coup, là, effectivement, à l'échelle de Grand Paris Aménagement, on a un énorme effort de consolidation et de travail pour limiter les déplacements de terre. Ça, c'est quelque chose que l'on fait déjà de façon vraiment scrupuleuse. Je ne sais pas vraiment de quel territoire elle parle. Après, la question ou la remarque, même sur les JO, c'est des questions de société. C'était compliqué d'y répondre là en 3 minutes sur un webinaire. Clairement, on peut se poser la question, c'est quoi la viabilité de JO où on va avoir des millions de personnes qui vont se déplacer pour quelques semaines sur des événements sportifs. Bon, je ne rentre pas dans le débat philosophique ou de société. C'est historique. Est-ce qu'il faut les remettre en cause? Est-ce que c'est au niveau climatique respectueux? Enfin, voilà. C'est trop compliqué, à mon avis, pour le traiter maintenant. Thomas, je te laisse prendre une dernière ou 2 questions, parce qu'il est 15. Ouais, je crois qu'il en reste 2. On va essayer d'être rapide dans les réponses si possible. Donc, pouvez-vous nous aider à comprendre la différence entre IUCN et COP Biodiv, COP 15, les acteurs, les enjeux, niveau de décision, place de l'entreprise et leur complémentarité? Est-ce qu'il y a une réponse rapide possible? Alors, la COP 15 par la Convention pour la diversité biologique. Et l'UICN, c'est la plateforme. C'est l'Union internationale pour la conservation de la nature. Donc, du coup, c'est pas les mêmes échelles. Mais Mickaël, je peux couper la parole, pardon, vas-y. Ouais, c'est vrai que c'est pas simple à comprendre, hein. Donc, bon, d'abord, l'UICN, c'est une institution donc qui regroupe pas mal de membres, de représentants de pays et d'entreprises et autres, et qui travaillent sur des canevas, qui travaillent sur des bonnes pratiques, qui proposent des solutions. Là où normalement les COP, ce sont des pays qui s'engagent, qui se retrouvent et qui prennent des décisions. Et donc, il y a un lien entre les deux, mais c'est vrai que ça joue à des niveaux un peu différents. Je vous avoue que nous, on n'est pas invités nécessairement au COP. L'IUCN, on connaît un peu mieux. Je ne sais pas si… voilà, mais c'est des niveaux un peu différents. Il y a une institution et puis il y a la COP où là, c'est plutôt des pays qui se retrouvent pour prendre des engagements sur base notamment des recommandations de l'IUCN. Merci beaucoup. Alors, je regarde si on a traité toutes les questions. Je crois que oui. Il y en a une sur les indicateurs quand même. Quels indicateurs une entreprise pourrait mettre en place de manière autonome au niveau de son site ou de sa chaîne de valeur? J'ai envie de répondre, c'est des indicateurs, on peut en avoir des milliers et des choses très simples. Hein. Ça peut être le taux de remplissage de nichoirs pour les pollinisateurs, pour les oiseaux. Ça peut être l'espace vert sans intrants chimiques, la surface par exemple. Ça peut être la quantité de plantes locales, donc la diversité florale par exemple. Enfin, voilà, on pourrait en trouver des dizaines et des dizaines. Après, on
pourrait les consolider, se dire, voilà, on prend 10 indicateurs, on les pondère et ça en fait un gros indicateur ou un indicateur macro. Que ça soit recevable ou pas scientifiquement, j'ai envie de dire, vu l'urgence, c'est pas très grave. À partir du moment où vous gardez votre indicateur tous les ans en place et vous voyez son évolution pour voir si son évolution est positive ou pas. Et l'indicateur sert à quoi? Sert à piloter l'efficacité d'action. Et donc, vous mettez en place une action, vous voyez si les indicateurs évoluent ou pas. Et ça permettrait normalement, théoriquement, d'être autonome et de pouvoir avoir une visibilité sur l'efficacité de ce qu'on fait sur un site. Alors, Michael et Chloé ont besoin d'indicateurs plus structurés et scientifiquement plus éprouvés, par exemple, et c'était un peu les travaux, c'est les travaux de biodiversité, bien évidemment. Mais je pense qu'il faut quand même être honnête, dire qu'on peut faire plein de choses avec des moyens un peu système D et être efficace, parce que, encore une fois, vu l'urgence, voilà, on a quand même un peu tous intérêt à s'y mettre tous en même temps, quoi, même si c'est imparfait. Comme dit Timothée, la vocation des indicateurs, c'est aussi vraiment de suivre dans le temps, de se mettre des objectifs et de mettre les moyens derrière pour les atteindre. Et c'est vrai que de manière autonome, on peut s'en mettre quelques-uns. L'avantage peut-être de s'entourer de personnes, c'est effectivement pour réfléchir à lequel est le plus pertinent par rapport à ses objectifs. Ça, c'est pas forcément facile, puisqu'effectivement, quand on regarde, on en voit qu'il y a une pluralité d'indicateurs. Et je terminerai juste sur ça. Il faudrait quand même garder les indicateurs macro sont vraiment intéressants pour la communication et le reporting, etc. Il faut quand même toujours garder l'aspect terrain, parce que la biodiversité, c'est avant tout le local. Et comme disait un peu Michael, ça passe pas sans se déplacer sur les sites, sans aller vraiment sur le terrain, parce que la biodiversité, ça se pilote pas à l'échelle globale, c'est avant tout du terrain local, et ce sera sur ça que je terminerai ma réponse.